Un rappel des activités du projet donc, de Hors des Sentiers Battus, qui est un projet qui a été financé par la fondation Trust Africa et qui a été organisé par nos partenaires américains de Art Works for Change. L'art marche pour le changement, donc on est vraiment dans la thématique aujourd'hui, avec le RAES, le Réseau africain de l'éducation pour la santé. Et aussi, bien entendu, on a plusieurs partenaires. On remercie à nouveau l'Institut français pour avoir nous avoir aidé à organiser le concert de lundi soir, avoir surtout donné la galerie du manège pour les 2 prochains mois pour l'exposition de Hors des Sentiers Battus, dont le vernissage était hier soir, et pour nous aider ce soir à organiser cette table ronde où vous êtes tous, on est content de vous aurez la parole tout à l'heure pour poser des questions d'ailleurs, et où que nous filmons aussi, parce que nous allons utiliser le Internet, le web pour éditer les meilleurs moments de cette soirée et pour que ce soit un document de plaidoyer qui puisse être ensuite diffusé dans les différents pays d'Afrique et du monde. Il y a bien entendu donc Plan, qui est là ce soir comme partenaire, Plan International, Plan Sénégal, c'est Plan Sénégal, on dit, c'est Plan Sénégal, donc qui se présentera. On remercie aussi Fawe, mais Fawe, qui est Madame Diac de Fawe, est en chemin, nous l'avons eu au téléphone, donc qui va nous rejoindre. Le CLVF, qui est le comité de lutte contre les violences faites aux femmes au Sénégal, dont Madame Si aussi va nous rejoindre tout à l'heure, qui est en chemin. L'UNESCO, qui n'est pas présent ce soir, je crois, mais qui organise la semaine prochaine, le 19 et le 20, un atelier sur les violences faites aux filles dans les établissements scolaires, dans le système scolaire. C'est un atelier qui est organisé par Action Aid, donc facilité par UNESCO, le 19 et le 20, et qui réunira toutes les organisations au Sénégal qui luttent contre les violences faites aux filles dans le système scolaire sénégalais. On remercie aussi, bien sûr, l'ambassade américaine, représentée ici, je vois la représentante qui est dans la salle, et aussi des femmes américaines anonymes qui ont permis de transporter près de 150 jeunes au concert de lundi soir. Et vraiment, on les remercie. C'est leurs sous qui nous ont permis de prendre des bus, de mobiliser les jeunes, de les amener jusqu'au centre culturel français, où ils ont pu assister à cette soirée des arts scéniques contre les violences faites aux femmes. Sans oublier des femmes qui ont été formées pendant tout le mois de juin à devenir animatrices de radio et qui vont produire leurs propres émissions radiophoniques sur les radios communautaires dakaroises pendant le mois d'août. Donc ça, c'est quelque chose qui va suivre, c'est un programme communautaire qui va suivre. Les jeunes qui sont ici, je ne dis rien, c'est la surprise, ils vous expliqueront eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Et il y a un site internet qui a été produit qui est une base de données de tous les travaux qui ont été réalisés depuis février dans le cadre de ce projet. Vous pouvez trouver toutes les informations à otbp.raes.sn. Ce que je vous propose pour ce soir, nous allons procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à chaque intervenant pour nous expliquer un petit peu sa vision sur la thématique de ce soir, vraiment sa propre expérience, ce qu'il a à dire sur vraiment ce que l'art peut apporter dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ensuite, donc vraiment, ça sera des présentations très segmentées comme ça. Après, je pense qu'entre nous, j'aurai quelques questions à vous poser pour vous relancer. Personnellement, moi, pour un petit peu donner une première profondeur à ces présentations que vous aurez faites, peut-être que vous, entre vous, aurez envie de parler. Et dans un troisième temps, nous vous inviterons les uns et les autres à réagir, à commenter, à poser aussi des questions et sûrement à raconter vous aussi ce que peuvent être votre expérience ou commentaires sur la thématique. Je voudrais peut-être très rapidement faire une présentation générale de l'art et de son rapport avec le changement social, qui pourrait être une porte ouverte aux discussions qui se produiront après. Alors, très rapidement, une définition de l'art comme toute production effectuée par un être conscient de son acte et dont la seule finalité est le beau. Alors, si on définit l'art comme ça, on en tire un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est son caractère individuel, même si l'art peut avoir comme inspiration ou orientation la collectivité. Deuxième conséquence, c'est la distinction que j'établis entre la beauté naturelle et la beauté artistique. La beauté naturelle étant quelque chose qui s'impose à l'homme, la beauté artistique étant quelque chose qui relève d'une création humaine. Et qui parle de création ici, montre évidemment le caractère engagé de l'art. C'est Malraux qui considère que le soleil qui se retranche
n'est pas encore un objet d'art tant qu'un poète n'en parle pas. Disons que c'est l'artiste qui fait ressortir la beauté de l'univers. Mais quand on parle de beauté, c'est peut-être pas seulement son aspect esthétique, c'est aussi son aspect éthique. C'est pourquoi quand Emmanuel Kant, le philosophe allemand, dit que l'art, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Mais il ajoute aussi que la morale, c'est ce qui renvoie au domaine de l'universel. Donc il établit une connexion très profonde entre le domaine de la beauté de l'art et le domaine de la beauté de l'acte humain. Autrement dit, de la même manière que l'on peut dire d'un objet qu'il est beau, de la même manière qu'on peut dire d'un acte humain qu'il est beau. Maintenant, l'artiste est celui qui doit faire ressortir cette beauté du monde, mais aussi cette beauté des actes humains. Alors, à partir de ce moment-là, lorsque l'artiste est quelqu'un qui poursuit le beau, je considère que l'artiste est quelqu'un qui, de fait, se révolte contre le laid. Il se révolte contre la laideur du monde, et c'est pourquoi Nédoncelle, ce poète-là, dit que pour l'artiste, l'univers est à refaire. Mais l'univers est à refaire suivant des plans et des valeurs qui rendent possible l'épanouissement de l'humain. Donc, Victor Hugo dit la même chose, si le monde était clair, l'art ne serait pas. Donc si l'art est là, c'est parce que le monde est flou. C'est que quelque part dans les pratiques de l'homme, il y a des choses qui ne relèvent pas des valeurs fortes en rapport avec l'épanouissement de l'humain. En conséquence, il faut recadrer le monde, il faut remettre le monde en rapport avec des valeurs fortes qui devraient structurer sa conduite. C'est pourquoi, évidemment, au Sénégal, pour ne parler que de ce cas, on a noté plusieurs supports artistiques comme la danse, le théâtre, la littérature, la peinture, la musique, etc. Avec, si vous voulez, de grands artistes qui, dans ces domaines différents, se sont battus. À chaque fois qu'il y a un désordre dans la société, à chaque fois que les valeurs se sont délitées, pour remettre les choses à l'endroit et pour rappeler évidemment que l'artiste a un rôle à jouer. L'artiste est quelqu'un qui est porteur d'un projet de société. C'est quelqu'un qui se dit que les choses telles qu'elles fonctionnent actuellement présentent un certain nombre de vices et qu'il va falloir lutter contre ces choses-là et nous mettre dans un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. L'artiste donc, de ce point de vue-là, est quelqu'un qui lutte pour un monde beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. C'est quelqu'un qui veut un monde respectueux de l'être vivant, pas seulement de l'être humain, de l'être vivant. Et on sait, dans le patrimoine des contes et légendes sénégalais, qu'il y a un conte très connu qui s'appelle Kumba l'orpheline. Et le conte de Kumba l'orpheline nous raconte l'histoire d'une petite fille orpheline, mais qui a toujours été respectueuse de la tradition, respectueuse des autres, respectueuse de la parole donnée, respectueuse des êtres vivants. Et lorsqu'on lui avait donné comme mission d'aller chercher de l'eau dans une rivière tellement éloignée que cette rivière ne se situe nulle part, la rivière de Ndayan, on s'est rendu compte que sur son chemin, elle a toujours été aidée. Aidée par les plantes, même les plantes qui devaient lui piquer les pieds, c'était des plantes qui étaient à sa disposition. Les animaux particulièrement coriaces l'ont aidé à traverser des fois les rivières. Cela veut dire que l'environnement dans son intégralité était à son service. Mais pourquoi? Parce que simplement elle était de bonne moralité. Ce que le conte nous enseigne, c'est que lorsque l'individu est de bonne moralité, lorsque l'individu respecte des valeurs cardinales, mais aussi et surtout, lorsque l'individu respecte les êtres vivants de façon générale, le monde serait à sa disposition. Et je crois que de ce point de vue-là, l'art ici fait ressortir cette beauté du monde, c'est-à-dire ce monde marqué non seulement par la beauté sur le plan esthétique, mais marqué aussi par la beauté sur le plan éthique. Et je crois qu'évidemment, de ce point de vue-là, l'art est quelqu'un qui peut nous faire passer d'un monde totalement mécaniste, où on est en rapport qu'avec les machines, à un monde plus humaniste, où on se rend compte qu'on est en rapport avec des êtres vivants. Nous avons cherché, à travers ce programme, de donner aux enfants la possibilité, dans leur quotidien, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent considérer, qu'est-ce qu'ils voient avec l'œil de jeunes enfants, avec l'œil de jeunes qui côtoient ces violences tous les jours. Comment ils le perçoivent, comment ils le vivent, qu'est-ce que ça fait en eux, comment ils peuvent le traduire avec l'art. Et nous nous sommes rendus compte, en tout cas moi j'ai appris, que ce que nous vivons, nous femmes, a un effet, mais tout à fait négatif et violent vis-à-vis des enfants. Ça veut dire tout simplement que, autant nous vivons ces violences, autant que les enfants que nous côtoyons tous les jours, nos enfants, mais aussi les enfants qui sont dans notre environnement, vivent ces mêmes angoisses, vivent ces mêmes violences, parce qu'ils l'ont traduit d'une manière assez poignante.
Merci pour votre témoignage. Mais ça tombe bien parce que nous avons des jeunes avec nous. Et justement, si vous avez vécu cette expérience, vous avez été formés à faire ces photos et donc vous allez pouvoir partager cela avec tous et toutes celles qui sont ici ce soir. Ce qui se passe au niveau village, où on voit une femme qui porte un enfant, qui porte un bébé, qui porte une bassine d'eau sur la tête, qui tient la main d'autres enfants. Ces enfants-là qui vivent cela au quotidien, quand ils grandiront, si on ne les aide pas à partir de ce moment, ils perpétueront cette situation parce qu'ils ne savent que ça, ils ne voient que ça, et ils penseront que c'est ça la règle. Quand on leur a demandé de participer à ce projet, elle a été très heureuse de participer parce que c'est quelque chose que ses parents vivent, mais aussi quelque chose qu'elle, en tant que femme, elle vit. Et quand elle a été sur le terrain pour rencontrer des femmes et les photographier, au début, il y avait une certaine réticence de la part de ces femmes. Mais quand elle a expliqué l'importance du projet et pourquoi on prend ces photos, ces femmes ont dit, voilà un moyen que vous avez pour nous aider à ce que les gens comprennent ce que nous vivons. Donc, prenez les photos que vous voulez. Chaque fois que vous nous trouvez dans une situation où nous sommes dans une situation de violence, prenez ces photos. Et elle était contente de le faire parce qu'il n'y a aucune structure, aucun endroit où ces filles, ces femmes sont en mesure d'aller se plaindre, d'aller parler de ce qu'elles vivent afin de trouver une solution à leur mal. Pour faire ce travail de photographie, ça n'a pas été quelque chose d'aisé. C'était difficile parce qu'il vit des violences que sa maman subit tous les jours chez elle, chez lui, mais il lui est difficile de dénoncer ça quand son père est là. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des photos. Elle prend des photos et après, elle explique à sa maman pourquoi ces photos. Et c'est là qu'il comprend qu'à travers l'art, à travers la photo, on peut dire ce qu'on vit, on peut dire ce qu'on pense. Merci. Très courageux. Je voudrais, puisqu'on est avec les enfants, donner la parole à Félicité Kodjo, qui travaille tous les jours, je crois, ou en tout cas, souvent combien de fois par semaine à l'hôpital? 3 fois. 3 fois par semaine. En quoi, justement, crois-tu que l'art et le travail que tu fais auprès d'elle les aide? Je trouve que ça les aide parce que c'est une forme d'expression, l'art. C'est pas seulement dire des mots, quand on ne peut pas dire des mots et qu'on peut s'exprimer à travers le pinceau, c'est toujours un langage qu'on laisse entrevoir. Et souvent dans les travaux, il arrive qu'on décèle la pathologie, c'est pas évident, mais quand je voudrais parler du cas de cette fille qui peignait que du rouge, et il lui arrivait même de se barbouiller de rouge, uniquement que de rouge. Il y a de quoi se poser des questions. C'est une forme de libération. Parce que, comme je le disais plus haut, les femmes ou les victimes de la violence ne sont pas souvent des gens qui parlent, parce qu'ils ont gros sur le cœur et la seule possibilité de pouvoir vider leur sac, entre guillemets, c'est de s'exprimer à travers la peinture. Merci. Sans prix. Merci. Madame Si, vous qui vivez ça au niveau communautaire, donc au niveau de votre organisation, qui regroupe combien d'organisations de femmes? Une vingtaine d'organisations de défense des droits humains, d'associations de femmes. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous justement comment à ce niveau communautaire, des groupements, des associations féminines, comment est utilisé justement l'art et la culture pour aborder ces thématiques? L'art peut servir comme moyen d'alerte, comme moyen de sensibilisation, nous avons eu l'expérience, mais également comme moyen de prise en charge. Je crois que tout à l'heure, ma sœur en parlait quand elle parlait de l'art-thérapie. Au niveau de l'alerte, quand dans une société, à un moment donné, à une période donnée, on se rend compte que à travers les différents modes d'expression artistique, quand on parle du théâtre, quand on parle de la bande dessinée, des chants, de la danse chorégraphique, quand on évoque la peinture, etc., les films, et quand à un moment, le thème des viols, un thème devient un leitmotiv,
cela peut déjà servir d'alerte. Et quand on rapporte cette situation au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand même, il y a différentes expressions artistiques qui abordent le thème des violences faites aux femmes. J'ai eu à superviser personnellement un projet au niveau de Thiès, axé sur les violences faites aux femmes, et surtout axé sur les violences sexuelles. Et là, ce n'était pas facile d'aborder ce thème-là, surtout en milieu périurbain et surtout rural. Parce qu'en milieu rural, il faut dire que c'est tout le monde qui venait. Quand il y a une causerie, c'est tout le village qui vient, passant par le chef de village, l'imam, les femmes, etc. Et ce que nous avons utilisé comme stratégie, c'est le sketch. Nous avons formé une équipe de 4 comédiens. Chaque fois qu'on devait mener une causerie, animer une causerie, on commençait d'abord par introduire les comédiens qui procédaient à un sketch. En association d'autres membres de la troupe, parce qu'il y a 4 qui étaient formés, mais en association même des membres du public. Et cela vraiment nous a permis quand même de sensibiliser, d'aborder le thème, mais également de sensibiliser vraiment toute la communauté. Madame Diac, la parole est à vous. Merci bien, Alexandre. Il y a certaines sensibilisations, certaines actions qu'on doit les mener à partir de la base. Quelque part, c'est ancré. Quand on dit aux enfants, aux jeunes là, toi, tu es vraiment osé, comment à ton âge tu peux venir changer les habitudes du village? Ça pose problème. Et on a aussi nos règles, notre culture, notre tradition, qui sont telles que certaines choses, on ne les ose pas. Et je pense que c'est en cela que ce sera important de former à l'art, parce que je pense qu'on peut initier à l'art. Il y a sûrement des génies cachés en nous, chez nos enfants. Alors cet encadrement-là, à sortir ce génie-là, pour que ce génie-là puisse s'exprimer, je crois que ça va être très très important. J'aimerais avec Céa voir justement l'art vu par le point de vue de l'artiste, on en tient un dans la salle, on en a 2, mais un là qui va pouvoir nous dire justement quel rapport il entretient avec son métier et comment il utilise son métier justement pour nous sensibiliser, lui l'artiste. Je crois que l'art, quand on va chercher quelque chose de très profond en l'être humain, ce qu'il y a de plus spontané, de plus naturel que l'artiste a envie de sortir, sans tenir compte est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça ne va pas plaire. C'est une question d'âme et conscience. L'art, à mon avis, c'est un domaine de liberté par excellence. Donc, on ne peut pas être dans la création et vouloir porter des œillets. Vouloir dire, je regarde dans tel sens, ça va plaire à celui-là. Il n'y a pas à se soucier de qui ça va plaire ou de qui ça ne va pas plaire. Le bourreau, il sait qu'il jouit de la conspiration du silence. Ce que j'appelle la conspiration du silence, c'est la famille qui veut préserver son honneur, c'est le marabout qui veut préserver l'image de l'islam. Il y a tout un ensemble de choses qui concourent à perpétuer la victimisation de la faiblesse dans nos sociétés. Et c'est là où il faut mettre le doigt. Donc, moi, depuis plus de 2 décennies, je me suis assigné, c'est des visions d'artistes que j'ai. Je dis, je veux parvenir à, quand on parlera de moi, qu'on puisse dire que c'est un artiste engagé. Parce que je veux porter un regard critique sur la société dans laquelle je vis. Je ne veux pas être dans le lot de la masse. Parce que je sais que la masse, elle est manipulable. La masse, elle est manipulée. L'espoir se trouve dans la marche. Pourquoi je vous dis que l'espoir se trouve dans la marche? Quand vous prenez votre cahier d'écolier, vous avez un petit trait rouge qui vous permet d'apprécier. Donc, l'évolution se passe dans cette zone-là. Et pour moi, l'art militant se trouve dans cette zone de petite marche dans le cahier d'écolier avec la ligne rouge. Il faut aller au-delà de la ligne rouge et on ne se soucie pas trop de comment ça va se faire. Et le soubassement de cette démarche, je suis parti du concept Wolof, Nit Tay Garabam, le remède de l'homme c'est l'homme. Je dis, je ne peux pas être un artiste qui va s'enfermer dans des choses d'esthétique, ok, mais que l'esthétique soit au service de la communauté. Et à partir de là, je suis parti du slogan avec éthique, vivons notre passion c'est l'esthétique. Donc pour moi, l'éthique et l'esthétique c'est quelque chose d'étroitement lié. Et si ça peut pas arriver à servir à quelque chose dans notre communauté,
je trouve que ce serait un truc assez vain. Merci Céa. Donc l'art comme subversion, franchir la marge, aller de l'autre côté de la marge, féliciter. En quoi es-tu d'accord avec ça, ou c'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais en quoi ton travail ressemble à celui de Céa ou diffère par rapport à ces violences? Je me suis dit, je suis une artiste, mais je ne voulais pas faire de l'art pour de l'art. Et donc, j'ai dû accepter d'intégrer le milieu. Et je ne suis pas déçue parce qu'effectivement, comme disait Céa, un artiste, il faut qu'il sorte ses tripes, sorte ce qu'il a dans les tripes plutôt, et montrer. Effectivement, c'est ce qui se passe aussi dans l'atelier. On se lâche et on va au fond de soi-même pour sortir de vraiment ce qu'il y a de vrai, de vivant en nous. Et je crois que le fait d'évoluer dans ce milieu a quelque part, transformé ma manière, ma démarche artistique. Parce qu'au départ, effectivement, j'étais dans l'esthétique de façon trop poussée. Et aujourd'hui, ça m'a ouvert les yeux. Je vois plein de choses qui me font souffrir et je me dis il faut que j'utilise mon pinceau pour le montrer. Parce qu'en réalité, ce qui marque le plus, ce sont les images, je trouve. Et c'est en cela que les artistes ont un devoir de montrer la laideur ou les problèmes humains. Donc voilà ma vision des choses. On a deux autres artistes qui sont deux jeunes et j'aimerais bien savoir quelle impression ça leur a fait de passer de l'autre côté de la caméra et de ne pas être pris en photo mais de prendre en photo et de quelle manière ils voient le monde maintenant, si c'est pareil, si c'est différemment et si c'est différemment, pourquoi? Les formes de violence